en réalité, utiliser nos langues africaines comme des langues officielles, mais pas nationales. Parce que, je vais vous dire, officielles. D'accord. Ce serait le plus intéressant. Le Niger a fait un pas, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller au bout. Ok. Parce que, quelle est la différence de langue nationale et langue officielle? Langue nationale, en général, c'est reconnu. Il y a un certain nombre de... C'est juste une langue qui est reconnue comme étant une langue ayant une certaine capacité une capacité, si vous voulez, de communication dans le pays. Mais la langue officielle est l'élément le plus intéressant parce que c'est ça la langue de travail, c'est ça la langue de l'administration, c'est la langue de l'éducation et donc c'est la langue, si vous voulez, de la diplomatie, de la communication officielle de l'État. Ok. Donc, il faut que les Africains aillent le plus loin possible parce que quand vous prenez simplement ce que le Niger est en train de faire, c'est une étape. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le Hausa puisse devenir la langue officielle du pays. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, ce sera la langue de l'administration, ce sera la langue de l'éducation, ce sera donc la langue, si vous voulez, celle par laquelle communiquera le peuple par lui-même, par laquelle on va alphabétiser la jeunesse, par laquelle on va éduquer la jeunesse, et donc du coup, la langue qui va permettre de donner une identité particulière. Oui. On véhicule l'identité. On véhicule une identité voilà, du pays. Et les Haoussa représentent une grande partie de la population. Il faut savoir que les pays anciennement colonisés par la France en Afrique sont les seuls qui arrivent à l'ONU et utilisent la langue coloniale. Les autres pays, il y a aussi en tout cas les pays africains, parce que même ceux qui sont anglophones, ils font la même chose. Les pays africains sont les seuls qui arrivent à l'ONU et utilisent des langues européennes. C'est les seuls. Alors que tous les pays d'Asie qui ont été colonisés comme les Africains, mais arrivent et parlent leur langue. Vous ne verrez pas le président indonésien arriver commencer à parler le hollandais, ou le président indien, il arrive et parle l'anglais. Non, pas du tout. À l'ONU, il parle l'hindi. Le président chinois ne parle pas le japonais quand il va à l'ONU. Et ça projette une certaine identité, une certaine fierté et une certaine souveraineté. C'est extrêmement important. C'est des questions de souveraineté. Donc, nous devons, à mon avis, pousser nos présidents à aller beaucoup plus loin. Pas seulement faire de nos langues des langues nationales, mais faire de nos langues des langues officielles. Là, on sera en train de parler de la science, de la diplomatie, de la géopolitique. On aura des journalistes comme vous qui feront leur métier dans les langues nationales. Alors là, c'est ça. Pour choisir une langue officielle, elle devrait être une langue nationale. Donc dans les langues africaines. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On n'imagine pas l'impact du fait que tout d'un coup, en Afrique, on ne parle plus. On entend le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol. On ne les entend plus que épisodiquement. Et vous voyez que même à l'Union africaine, ce sont ces langues qu'on utilise, l'arabe, les choses comme ça. Mais il n'y a pas d'arabe, nous ne sommes pas des arabes, nous les Africains. Nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Portugais, des Espagnols ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est une étape. Nous espérons qu'il aille loin. Mais je voudrais qu'on voie, je finis par là, parce que c'est là qu'un petit mot sur la question. Regardez un pays comme la France, puisque c'est ce pays qui opprime notre zone ici en Afrique centrale. Regardez comment ce pays-là investit lourdement dans sa langue. Les accords secrets, les fameux accords au sortir de la colonisation, faisaient obligation à nos pays d'utiliser le français comme langue officielle. Et regardez la subtilité. Eux, ils insistent sur quelque chose de très précis, langue officielle. Ça veut dire que c'est la langue de l'administration, de l'éducation, de la diplomatie, ce qui leur permet d'être sûr que vous ne dites pas des choses qu'ils ne comprennent pas très bien. Parce que les usages idiomatiques de vos langues, même s'ils ont des experts dans ces langues-là, ils ne les comprennent, ne les maîtriseront pas forcément comme vous. Donc il faut que vous soyez tellement transparent à leurs yeux que vous n'existiez pas. Au fond, ils ont gommé tout simplement l'identité des Africains. C'est ça l'objectif. Et dans le programme d'assimilation qu'ils avaient commencé, ils l'ont réussi beaucoup mieux après les indépendances qu'avant les indépendances. Parce que quand vous prenez un pays comme le Niger, au fond, il n'y a que 13% de Nigériens qui parlent français. Il n'y a que 13%. Oh, mais les 13% de Nigériens, ce sont eux qui dirigent le pays. Tout à fait. Justement parce qu'on n'a pas l'impression que voilà, c'est une autre langue. Il n'y a que 13% de Nigériens, mais c'est eux qui dirigent le pays. Ce qui veut dire que c'est ceux qui sont des aliénés culturels liés à la colonisation française qui dirigent le pays. Tous les autres 87% des Nigériens qui ne parlent pas le français ne savent même pas à quelle sauce ils sont mangés dans leur pays. Ça permet justement à la France d'avoir la main mise. Mais c'est ça. Et ils vont donc
faire que les gens soient dans l'Agence internationale de la francophonie. Oui. Heureusement, les 3 pays-là se sont retirés. Mais l'Agence internationale de la francophonie va projeter le français en mettant en place, par exemple, TV5 Monde, France 24, qui sont les seules chaînes francophones qu'on trouve dans le monde entier. Pourquoi c'est les seules chaînes francophones qu'on trouve dans le monde entier? Parce que c'est grâce à cette chaîne que la France utilise donc la langue française comme outil de diplomatie. Et outil de diplomatie, pas dans le sens du dialogue, dans le sens de promouvoir un monde multipolaire, mais dans le sens de la domination et de la puissance française. C'est ça qu'ils font. Et lorsque les Africains pensent que la question de la langue est une question secondaire, ils se trompent. C'est l'une des questions fondamentales. C'est la question fondamentale dont doit s'occuper le ministère de la Culture. Et c'est la question fondamentale dont doit s'occuper un ministère de l'Éducation. C'est fondamental. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays, la langue est gérée par des services spéciaux qui sont des services de souveraineté. Parce que cette langue-là gère l'identité du pays, gère la projection de la puissance du pays, de son identité dans le monde et de sa diplomatie, à la fois culturelle, mais également elle peut être une diplomatie, si vous voulez, coloniale, dans le cas de la France, de la Grande-Bretagne qui va utiliser le Commonwealth, etc. Et si vous ne percevez pas ça comme ça, vous ne comprendrez pas, parce que les produits culturels qu'il y a autour d'une langue rapportent énormément d'argent à ces pays. Quand vous êtes dans l'espace où on parle le français, vous avez par exemple les câbleaux opérateurs. Oui. Ça a l'air de rien, mais si les Africains ne parlaient pas le français, leur entreprise principale de diffusion, de distribution des images ne prospérerait pas ici. La preuve, est-ce qu'elle prospère dans d'autres espaces que l'espace où on parle le français? Pas du tout. Bien. Et vous allez voir autre chose, c'est que le fait, les produits culturels comme les livres vont se vendre chez vous. Oui. Les livres, les journaux, etc. Ça va se vendre chez vous. Les films. Les films, tout ce genre de choses. Vous aurez leur télévision que vous consommez chez vous, leur radio. Inconsciemment, le peuple ne voit pas l'impact. Mais quand vous prenez les produits culturels simplement qui sont vendus ici, vous constatez que vous comprenez pourquoi il y a cette bataille de la France qui ne veut pas partir de l'Afrique. Ça représente des dizaines de milliards d'euros chaque année. Des dizaines de milliards d'euros en la télévision, la radio, les journaux, les livres. Et quand je parle des livres, je parle des livres de Bien culture, sûr. mais je parle des livres pour le scolaire, je parle des livres pour l'universitaire. Tout ça, c'est des enjeux économiques. Le seul bavardage autour de la diplomatie, de la langue, machin et tout ça, c'est d'abord des enjeux économiques. Vous voyez ce que ça représente en termes de revenus potentiels pour la France. Imaginez donc que du jour au lendemain, vous avez un pays comme le Cameroun, c'est 8 millions d'élèves, c'est-à-dire du primaire et du secondaire, 8 millions d'élèves à cours de la dernière rentrée scolaire. Et donc, tous les livres qui ont été édités, qui doivent être achetés ici. Vous avez un pays dans lequel vous avez une classe moyenne qui consomme énormément de produits culturels français. Ils sont tout le temps en train de regarder leur chaîne de télévision pour le football, pour toutes ces informations. Mais imaginez ce que ça coûte. Vous avez le distributeur d'images qui est ici, qui a un marché, si vous regardez ce qu'il représente, à peu près le quart ou le tiers du marché de la distribution des images. C'est énormément d'argent. Sans compter le fait que, pendant que les gens sont là, tous les films que vous regardez ici, américains, japonais, chinois, russes, sont traduits en français. Ça veut dire qu'en fait, c'est les Français qui vous les vendent. C'est tout ça. Lorsque Mitterrand se battait pour l'exception culturelle française face aux Américains, ce n'était pas du tout une question philosophique ou autre. C'était d'abord des enjeux économiques. Et ces enjeux économiques sont souvent extrêmement puissants, extrêmement importants. Et les autres pays se battent pour garder ça. Et vous allez trouver que lorsque vous prenez au niveau de la langue française telle qu'on la projette ici chez nous, là on a parlé des aspects économiques et culturels, mais vous avez un certain nombre, vous avez une intrusion dans notre défense. Pourquoi ? Nos officiers, parce qu'ils parlent français, sympathiseront plus facilement avec des soldats officiers français. Mais c'est une brèche de sécurité nationale. C'est une brèche de sécurité nationale. Nos policiers, bref, toutes nos forces de défense et de sécurité s'expriment en français et en anglais. C'est une brèche de sécurité nationale par rapport à la France, à l'Union européenne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à tout l'Occident. Ce n'est pas forcément une bonne chose. La grande différence, par exemple,
entre tous nos officiers de tous nos corps caporalisés qui parlent français et anglais là, et par exemple les officiers des mêmes corps d'un pays, comme par exemple, je prends quel pays, comme par exemple, prenons un pays où la langue officielle n'est pas le français, d'un pays comme par exemple la Birmanie. La Birmanie ou la Thaïlande, ou la Corée du Nord, ou l'Iran. Vous voyez tout de suite que la différence se dessine. Et elle se dessine parce que, effectivement, il n'y a pas cette intrusion de la France, de la Grande-Bretagne dans vos affaires du fait que vos officiers partagent la même langue que les leurs. Ça, c'est très, très subtil. Et c'est des petits éléments qui font que, quand vous prenez un certain nombre de partis politiques, par exemple, du temps de l'indépendance, qui se sont battus pour l'indépendance, le FLN, il était évident pour le FLN en Algérie que ce serait l'arabe. Et il ne réfléchissait même pas par deux fois. Le français serait écarté. Les partis comme l'UPC, ça allait de soi que dès qu'il y a indépendance, on parle plus français, on parle plus anglais ici. Ils avaient proposé le Foufoulde à l'époque. Quand vous prenez le haut niveau, par exemple, le programme de Lumumba, c'était clair, ils allaient passer au Wolof. Cheikh Anta Diop ne réfléchissait, ils allaient passer au Lingala. Cheikh Anta Diop ne réfléchissait pas de mille manières. Pour lui, il fallait passer au Wolof. Aussi simple que ça. Donc, vous avez tout ça qui a été écarté, mais les gens ne l'ont pas écarté pour rien. Parce que derrière, les enjeux économiques et les enjeux de domination du monde sont extrêmement importants. Et il faut pouvoir les tenir, entre autres outils, par la langue. Et donc, ce que fait le général Tchiani, c'est bien, mais qu'il aille jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout.